plus vous vous éveillez au réel, plus il peut devenir difficile de se sentir accompagné. Et ce qu'il y a de plus rude dans tout cela, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une absence de gens. Il s'agit, bien souvent, d'une absence de vérité. Il existe une forme de solitude qui ne naît pas de l'isolement physique, mais du manque d'authenticité autour de soi. Il est possible d'être entouré de personnes et malgré tout, d'éprouver un profond abandon. Il est possible de parler, d'interagir, de cohabiter, d'occuper des espaces, de sourire, de répondre, de participer, et néanmoins de faire l'expérience que rien n'atteint réellement ce qu'il y a de plus intime en nous. Comme s'il existait, entre notre monde intérieur et le monde extérieur, une pellicule invisible faite de rôles sociaux, d'attentes, et d'apparence et de mise en scène. Cette sensation devient encore plus intense à mesure que la conscience mûrit. Lorsqu'une personne commence à percevoir que la plus grande part de la vie en société ne s'organise pas autour de la vérité, mais de la convenance. Non autour de l'authenticité, mais de l'adaptation. Non autour de la rencontre véritable, mais de la compatibilité fonctionnelle. C'est alors qu'émerge l'un des conflits les plus profonds de l'expérience humaine. D'un côté, le désir d'appartenir. De l'autre, la nécessité de ne pas s'abandonner soi-même. Car l'être humain est un être relationnel. Il a besoin de l'autre, du miroir de l'autre, du langage partagé, de l'échange, de la reconnaissance. Mais il est tout aussi vrai qu'à un certain degré de lucidité, et appartenir peut devenir douloureux lorsque le prix de cette appartenance est de renoncer à sa propre essence. C'est précisément ici que Nietzsche devient incontournable. Lorsqu'il critique la morale du troupeau, il ne se contente pas d'attaquer une forme de moralité. Il décrit une structure du vivre ensemble, l'inclination du collectif à transformer en vertu tout ce qui protège la conformité et à se méfier de tout ce qui affirme la différence. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir philosophiquement à la solitude de la conscience. Pourquoi les individus plus sensibles, plus lucides ou plus intériorisés ont-ils tendance à se sentir déplacés? Pourquoi l'authenticité blesse-t-elle dans un monde soutenu par l'apparence? Et que se passe-t-il chez une personne lorsqu'elle ne parvient plus à vivre dans le faux, sans avoir encore trouvé un espace où elle puisse exister tout entière? Reste avec moi jusqu'à la fin. Car peut-être que cette solitude que tu ressens n'est pas un défaut. Peut-être est-elle le prix à payer pour avoir cessé de te mentir à toi-même. L'être humain ne veut pas seulement exister, il veut être accueilli. Il ne suffit pas de vivre. Nous désirons être reconnus dans notre existence. Nous voulons que notre présence trouve une résonance. Nous voulons que ce territoire invisible que nous portons en nous, l'intériorité, ne demeure pas totalement étranger au monde. C'est pourquoi appartenir n'est pas un caprice affectif. C'est une nécessité ontologique. Depuis les temps les plus primitifs, la survie humaine a toujours dépendu du groupe. Être exclu signifiait perdre l'abri, la sécurité, la continuité, le langage, la protection. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, le rejet nous atteint si profondément. Il ne blesse pas seulement l'ego. Il touche des régions très anciennes de notre constitution. Mais il existe en nous une autre impulsion, tout aussi forte que celle-ci. L'impulsion vers la vérité. À un certain stade de maturité, beaucoup commencent à percevoir qu'appartenir et être vrai ne vont pas toujours de pair. Parfois, le coût de l'inclusion consiste à se retoucher soi-même. La personne apprend à moduler ce qu'elle dit
à adoucir ce qu'elle pense, à cacher ses inconforts, à dissimuler sa propre intensité, à réduire ses questions, à contenir ses convictions, à domestiquer son étrangeté, tout cela pour rester compréhensible et acceptable. Et la tragédie, ici, est presque silencieuse. L'individu demeure socialement intégré, mais intérieurement absent. Il participe, mais ne se livre pas. Il est perçu, mais non véritablement atteint. Il est accepté, mais seulement tant qu'il demeure traduit dans une version supportable pour les autres. Ici apparaît l'une des douleurs les plus discrètes de l'existence, la douleur d'être aimé seulement sous une forme qui ne menace personne. Lorsque la conscience s'éveille à cela, une question inévitable surgit. Combien de mes relations reposent sur la vérité et combien dépendent seulement du maintien de mon image? Cette question a quelque chose de libérateur, mais aussi de dévastateur, car elle révèle que toute proximité n'est pas rencontre, que toute cohabitation n'est pas communion, que toute inclusion n'est pas une véritable appartenance. C'est peut-être pour cela que tant de personnes conscientes se sentent seules. Non parce qu'elles seraient meilleures que les autres, non parce qu'elles auraient dépassé la condition humaine, mais parce qu'elles ne peuvent plus, avec la même innocence, confondre présence et lien, contact et intimité, acceptation et reconnaissance réelle. La conscience rompt la paix des fictions sociales. Et, une fois cela arrivé, revenir au mode automatique n'est plus une naïveté possible. Nietzsche a perçu quelque chose qui demeure profondément actuel. Le collectif célèbre rarement la singularité tant qu'elle est encore vivante. Il tend à ne la tolérer qu'une fois domestiquée, transformée en style, en récit admirable ou en esthétique inoffensive. Mais tant qu'elle est vivante, la singularité dérange. La morale du troupeau est précisément ce régime invisible dans lequel le groupe convertit ses propres intérêts d'autoconservation en critères de valeur. Tout ce qui favorise la stabilité, la prévisibilité, la répétition, la ressemblance et la soumission au code commun tend à être nommé bon, équilibré, sain, correct. En revanche, tout ce qui interrompt la fluidité du consensus est souvent perçu comme excès, menace ou déviation. Et cela ne se manifeste pas seulement dans les lois, les normes ou les coutumes explicites. C'est une logique émotionnelle, une pédagogie de l'adaptation, une atmosphère collective. Elle apparaît lorsque la profondeur est traitée comme un poids, lorsque le silence est confondu avec l'inadéquation, lorsque la sensibilité est ridiculisée, lorsque le refus de certaines superficialités est lu comme de l'arrogance, lorsque penser par soi-même est reçu comme une perturbation. Le troupeau ne craint pas seulement celui qui contredit, il craint celui qui révèle, par sa seule manière d'exister, que d'autres formes de vie sont possibles. Telle est la force perturbatrice de l'individu authentique. Il n'a pas besoin d'attaquer directement le système pour le déstabiliser. Il lui suffit de ne pas y adhérer entièrement. Il lui suffit de ne pas appeler naturel ce qui n'est que coutume. Il lui suffit de ne pas s'enthousiasmer automatiquement pour ce que tous ont appris à désirer. Sa simple présence crée déjà une fissure, car lorsqu'une personne vit avec un certain degré d'intégrité, il devient plus difficile d'ignorer à quel point la vie sociale repose sur la répétition, par la peur et le besoin de validation. Nietzsche comprend que le collectif, au lieu de se demander si la singularité exprime quelque chose de vrai, se demande presque toujours si elle peut être assimilée. Et lorsqu'elle ne le peut pas,
surgissent les étiquettes. Difficile, intense, étrange, compliquée, excessive, inadéquate. Ces mots, bien souvent, ne désignent aucun problème réel. Ils ne font qu'enregistrer le malaise que le groupe éprouve devant quelqu'un qui ne s'insère pas docilement dans le cadre dominant. Aujourd'hui, cela s'intensifie encore. Nous vivons à une époque où il ne suffit plus d'exister. Il faut devenir visible d'une manière compréhensible, vendable, légère, consommable. La vie sociale en est venue à exiger non seulement une conformité morale, mais aussi une lisibilité esthétique. Dans ce contexte, l'authenticité devient encore plus coûteuse car elle rompt non seulement avec les attentes du groupe, mais avec le pacte même de l'apparence. Et alors la solitude apparaît comme l'effet philosophique du décalage entre l'intériorité et la norme. La personne n'est pas seule uniquement parce qu'il manque du monde autour d'elle. Elle est seule parce que le monde qui l'entoure a été organisé pour accueillir des versions simplifiées de l'humain. L'authenticité comme rupture, perte et deuil. Il existe un malentendu très fréquent dans la manière contemporaine de parler d'authenticité. Beaucoup en parlent comme s'il s'agissait de quelque chose de spontané, presque facile, presque festif. Comme s'il suffisait de être soi-même pour que tout s'ordonne harmonieusement. Mais l'authenticité réelle est bien plus proche d'une rupture que d'un confort. Être authentique ne signifie pas seulement exprimer ses goûts personnels. Cela signifie souvent entrer en tension avec des structures entières de reconnaissance. Cela signifie accepter que certaines relations ne fonctionnaient que tant que vous demeuriez retouché. Cela signifie percevoir que certains milieux n'étaient supportables que tant que vous renonciez à votre propre vérité. C'est pour cela que l'authenticité fait mal. Elle fait mal parce qu'elle défait des accords silencieux. Des accords où vous ne révéliez pas trop de vous-même et, en échange, receviez l'inclusion. Des accords où vous participiez à la mise en scène sans déchirer le rideau. Des accords où votre présence était accueillie à condition qu'elle demeure domestiquée. Lorsque ces accords se rompent, quelque chose se perd inévitablement. On perd la facilité, on perd la circulation sans friction, on perd l'acceptation immédiate. On perd aussi, bien souvent, l'illusion que certains liens étaient plus profonds qu'ils ne l'étaient en réalité. L'authenticité produit du deuil parce qu'elle oblige la personne à réviser sa propre trajectoire. Elle regarde en arrière et s'aperçoit combien de choix sont nés davantage de la peur du rejet que de la fidélité intérieure. Combien de paroles ont été étouffées, combien de gestes ont été répétés, combien de versions de soi ont été sacrifiées pour que la coexistence continue de fonctionner. En ce sens, devenir vrai n'est pas seulement un gain, c'est aussi une perte symbolique. Perte des identités adaptatives, perte des illusions sociales, perte du fantasme selon lequel être accepté suffirait à ne pas se sentir seul. Et tout cela s'intensifie à une époque où l'apparence est devenue la principale grammaire du lien. Nous vivons entourés de représentations, non seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les relations en général. Les personnes organisent leurs affects, leurs paroles et même leur fragilité dans des cadres susceptibles d'être reçus sans excès d'inconfort. Presque tout passe par une curation. Presque tout est filtré par un calcul, explicite ou silencieux, de réception. Dans ce monde, l'authenticité devient gênante parce qu'elle n'est pas entièrement présentable. Elle vacille, elle se contredit, elle souffre,
Elle n'entre pas parfaitement dans des formats propres. Elle ne possède pas la symétrie rassurante des images bien construites. Et c'est peut-être précisément cela qui dérange. Parce qu'elle rend à l'humain sa condition tragique, ambiguë, imparfaite et inachevée. La personne consciente souffre parce qu'elle commence à développer une aversion pour les surfaces vides, tout en continuant d'avoir besoin d'affection. Elle continue d'avoir besoin de liens. Elle continue de désirer la rencontre et se retrouve alors prise dans une tension cruelle. Elle ne parvient plus à habiter des relations superficielles, mais ne trouve pas encore facilement des relations vraies. Cet intervalle entre lucidité et rencontre est l'un des noms les plus précis de la solitude contemporaine. Lorsqu'une personne commence à s'éloigner des logiques de l'apparence et de la morale du troupeau, elle traverse presque toujours une période d'isolement. Et cette période est profondément ambiguë. D'un côté, elle peut être féconde. De l'autre, elle peut devenir corrosive. Féconde parce qu'il est des moments où la solitude n'est pas une punition, mais une épuration. La personne n'entre plus dans l'ancien monde. Elle ne se reconnaît plus dans certains codes, certaines ambitions, certaines conversations, certaines manières de désirer. Mais elle n'a pas encore trouvé le nouvel horizon, le nouveau cercle, le nouveau langage de l'appartenance. Elle vit, pour un temps, dans une sorte d'intervalle ontologique. Cet entre-deux fait mal parce qu'il défait les repères. Le passé a perdu sa légitimité, mais l'avenir n'a pas encore pris forme. Il n'est plus possible de revenir, mais on ne sait pas encore comment avancer. Cette phase peut faire mûrir l'esprit. Elle peut enseigner le discernement. Elle peut purifier certaines dépendances. Elle peut rendre à la personne son propre centre. Mais elle porte aussi un risque, le durcissement. Beaucoup, en traversant la solitude de la conscience, concluent que toute coexistence est superficielle, que tout collectif est hostile, que tout besoin de lien est faiblesse, que se sentir seul est la preuve d'une supériorité. C'est ici que la lucidité peut dégénérer en ressentiment. La singularité se convertit en pause. L'intériorité se referme en autosuffisance défensive. Nietzsche ne propose pas cela. Dépasser la morale du troupeau ne signifie ni mépriser le commun, ni haïr les gens, ni transformer la différence en vanité spirituelle. Le véritable dépassement n'est pas un refus absolu de l'humain partagé, mais un refus de l'appartenance achetée au prix de l'auto-anéantissement. Cette distinction est décisive. Le problème n'est pas d'appartenir. Le problème est d'appartenir au prix de l'âme. Lorsque cette compréhension mûrit, l'isolement cesse d'être lu comme une condamnation définitive. Il commence à être compris comme une traversée. Un temps durant lequel la personne apprend à ne pas échanger la vérité contre une anesthésie sociale. Un temps durant lequel elle supporte la rareté des rencontres réelles, sans retourner aussitôt vers des relations qui offrent de la compagnie, mais exigent un masque. Cette traversée exige du courage, mais aussi de l'humilité, car toute solitude ne naît pas seulement de la lucidité. Parfois, elle est aussi aggravée par des blessures anciennes, la peur de la vulnérabilité, la difficulté à faire confiance, des exigences trop rigides. Dans certains cas, la défense se déguise en profondeur. C'est pourquoi mûrir ne signifie pas seulement s'isoler davantage. Cela signifie discerner, distinguer entre authenticité et blindage, entre discernement et mépris, entre solitude féconde et isolement narcissique. Une conscience saine ne détruit pas la capacité de lien.
Elle en affine les critères. Et c'est pourquoi l'objectif n'est pas de devenir imperméable à l'autre, mais de découvrir des formes de rencontres plus vraies. La question la plus importante est peut-être celle-ci. Comment demeurer fidèle à soi-même sans transformer sa propre existence en désert affectif? La première réponse est d'accepter la perte. Toute relation ne survivra pas à l'émergence d'un moi plus vrai. Il existe des liens qui dépendent de notre docilité, de notre prévisibilité, de notre autocensure. Lorsque nous grandissons en conscience, ces liens s'affaiblissent ou se rompent. Cela fait mal, mais cela révèle aussi. La deuxième réponse est de renoncer au désir de reconnaissance universelle. Tout le monde n'aura pas la profondeur, le répertoire ou la disponibilité nécessaires pour vous rencontrer là où vous êtes réellement. Exiger d'être compris par tous est une manière subtile de demeurer dépendant du regard d'autrui. La troisième réponse est plus délicate. Réapprendre à entrer en relation. Les personnes conscientes confondent parfois légèreté, superficialité, simplicité et aliénation. Pourtant, toute profondeur ne fait pas de bruit. Il existe dans le monde une profondeur discrète, une densité silencieuse qui ne s'exhibe pas. Pour la rencontrer, il faut aussi abandonner la performance de sa propre singularité. La quatrième réponse consiste à construire des espaces où la vérité puisse respirer. Cela peut advenir dans quelques amitiés, dans des relations moins nombreuses, dans des pratiques d'intériorité, dans des expériences artistiques, dans des communautés plus honnêtes, dans des travaux plus cohérents, dans des conversations où personne n'a besoin de gérer son personnage à chaque instant. La cinquième réponse est de soutenir sa propre compagnie. Celui qui ne supporte pas la solitude retourne souvent au faux par manque de présence. Il accepte n'importe quel bruit pour ne pas entendre le silence. Mais la solitude, lorsqu'elle mûrit, cesse d'être abandon pour devenir réintégration. C'est en elle que l'individu se retire du marché des images et revient habiter le centre de lui-même. Et peut-être le point le plus décisif est-il celui-ci. L'authenticité n'a pas besoin de devenir une identité performative. La vérité n'a pas besoin de pose. L'esprit n'a pas besoin de s'exhiber comme une exception. Plus quelqu'un mûrit, moins il ressent le besoin de paraître profond, libre ou différent. Il ne veut tout simplement plus se trahir. Au fond, la tâche n'est pas de vaincre le troupeau, d'humilier la masse ou de se transformer en île orgueilleuse. La tâche est bien plus difficile et bien plus noble. Préserver son intégrité intérieure sans abandonner la possibilité de l'amour. Car la conscience, lorsqu'elle mûrit, n'élimine pas le besoin de lien. Elle en refuse seulement les formes dégradées. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Car ici, la philosophie n'apparaît pas comme un ornement intellectuel, mais comme un outil pour penser les douleurs les plus profondes de l'existence. Et j'aimerais vous laisser une question dans les commentaires. Votre solitude naît-elle de votre fidélité à la vérité ou de la peur de vous ouvrir à nouveau après avoir été mal compris? Écrivez-le ici, en bas. J'ai envie de lire votre réflexion. Au fond, le dilemme de l'isolement est peut-être inséparable de la condition humaine elle-même. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'autrui, mais qui, en même temps, ne peuvent vivre de manière intègre sans un certain degré de fidélité à eux-mêmes. Nous avons besoin d'appartenance, mais nous tombons malades lorsqu'elle exige la falsification. Nous avons besoin de lien, mais nous nous perdons lorsqu'il est construit sur le renoncement intérieur.
Nietzsche nous aide à voir que la vie collective s'organise souvent en faveur de la conformité et que la singularité vivante, tant qu'elle n'a pas encore été domestiquée, est généralement accueillie avec suspicion. C'est pourquoi croître en conscience peut signifier faire l'expérience de l'étrangeté, de la friction et de la solitude. Mais cette solitude n'est pas toujours un échec. Parfois, elle est le prix de l'abandon du faux. Parfois, elle est la traversée nécessaire entre une existence mise en scène et une existence plus réelle. Parfois, elle n'est que le silence qui précède des liens moins nombreux, mais plus vrais. Être authentique fait mal parce que cela coûte. Cela coûte l'approbation, le confort, l'appartenance automatique, les illusions. Mais ne pas être authentique coûte aussi. Et très souvent, cela coûte l'âme elle-même. Peut-être, alors, que la grande tâche n'est pas de choisir entre appartenir et être vrai. Peut-être la tâche consiste-t-elle à découvrir des formes d'appartenance qui n'exigent pas l'abandon de soi. Car, dans un monde saturé d'apparence, continuer à être humain sans devenir faux est peut-être l'une des plus hautes formes de courage.